Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025. Aujourd'hui, petite surprise, on a un nouveau copain qui nous rejoint sur la chaîne. Il s'agit de Baba, qui vit au Sénégal. Salut mon copain, comment ça va? Salut mon copain, le plaisir est partagé. Heureux de pouvoir faire ce podcast avec toi. Merci pour l'invitation. J'espère que, bon, c'est une première, j'espère qu'on aura à en refaire quelques-uns durant les semaines à venir. Euh, J'espère qu'on en refera jusqu'au 18 et spécialement le 18 qu'on va refaire un podcast spécial victoire du Sénégal. Mais avant, je pense qu'on va parler de la phase de poule. Bon, donc aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler des Lions de la Teranga. Et on va se poser deux grandes questions. Le Sénégal a-t-il les joueurs pour remporter cette CAN 2025? Et est-ce que le Sénégal a le meilleur fond de jeu de cette CAN 2025? Donc, mon copain, je vais te poser la première question majeure de notre débat. Est-ce que pour toi, le Sénégal a les joueurs pour remporter cette CAN 2025? Je vais paraphraser Pape Thiaw, qui parlait de 28 titulaires éventuels en parlant de son groupe pour montrer la valeur des joueurs qu'il a convoqués pour participer à cette CAN. Et je vais surtout me pencher sur le parcours de ce groupe pour répondre à cette question. Ce groupe a, mine de rien, été à 2 reprises en finale de la Coupe d'Afrique sur ces 7 dernières années. Ils ont été champions d'Afrique, ils ont su briser ce plafond de verre. Et je pense que naturellement, ce groupe sénégalais est favori. On a toujours été favori, on a toujours eu cette euphorie voilà, de partir à la CAN avec un boubou taillé sur mesure. Bon, on a rarement confirmé, mais pour le coup, cette fois-ci, je sens que on peut assumer et on l'assume parce que le coach l'a déjà fait. Le coach l'a déjà fait, les joueurs le font à chaque conférence. Oui, 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 le Sénégal est champion. Quel lapsus. Mais j'espère que ce sera au soir du 28 plus un lapsus. Euh, le Sénégal est favori. Le Sénégal est favori pour cette CAN, comme le Maroc et comme l'Algérie l'est aussi. Donc, on est un groupe assez homogène à être favori globalement, mais le Sénégal fait partie des favoris au même titre que les deux précités. Ok, donc si je comprends bien, t'es plutôt confiant, même si t'es assez réaliste sur certains manques dans la sélection. Bon, là je vais te poser une autre question qui va concerner un peu la ligne défensive, avec Koulibaly, Niakhaté, Seck, Sarr chez les centraux, plus Diatta, Jacobs et Diouf. Est-ce que toi, pour toi, ça te paraît calibré pour aller au bout dans cette CAN 2025? Ou au contraire, t'as quand même des doutes sur toute la ligne défensive? On vient encaisser après 3 matchs. Je dis qu'on peut faire mieux, mais voilà, c'est assez solide. C'est assez solide pour dire vrai. C'est très solide. Très solide. Certainement, l'adversité n'était pas aussi forte. Les attaquants adverses n'étaient par moments très maladroits. J'en veux pour preuve le dernier match contre le Bénin. Le Bénin a eu quelques occasions. Le Congo aussi a eu par moments des occasions pour marquer. Il y avait clairement des occasions concédées, mais c'est le lot de toutes les équipes, ou presque, de concéder des occasions de but. Mais globalement, pour dire vrai, il tient la route. C'est assez solide. Tu as toujours l'Europe Khalidou Koulibaly accompagné de Niakhaté qui, qui a fini de faire son trou en équipe nationale, qui est en train de confirmer sa belle saison à Lyon. Euh, sur le banc, tu as un blessé costaud, très physique, un atout non négligeable sur les balles arrêtées, surtout offensivement, il est très, très efficace. À côté, tu as le jeune loup qui ronge son frein, qui est sur, sur une belle saison, sur une belle saison à Strasbourg et sur un début de saison bon, mitigé, mais très prometteur, très bon, très très bon Moussard, mais bon, il ronge son frein. Mais je pense que
pour la défense centrale, c'est très solide. Après, sur les côtés, c'est une autre histoire. Crépin, c'est correct, c'est bien. Mais bon, peut faire mieux. On sent par moment que c'est pas un latéral de métier. Par moment, sa lecture des balles est assez aléatoire sur le banc pour prendre sa place. Le jeune Mendy est assez timide pour, pour dire vrai, il n'a pas encore confirmé en équipe nationale. À gauche, c'est plus intéressant. À gauche, tu as un duel assez intéressant. Tu as Elhadji Malick Diouf très offensif, très intéressant, mais qui par moment se fait trouver. Défensivement, c'est pas trop ça. Et tu as au contraire Jacob qui est très dur sur l'homme, meilleur défensivement que Elhadji Malick Diouf. Selon l'option du coach, tu as deux styles, deux profils différents qui pour moi sont corrects et peuvent te valoir des satisfactions, quel que soit le profil choisi. En gros, je pense que pour la défense, c'est peut-être l'un des maillons faibles, l'un des maillons forts plutôt, l'un des maillons forts de cette équipe. Une très bonne défense, assez solide. Bon, il y a toujours des choses à parfaire, mais globalement, c'est une belle charnière. C'est une bonne défense. Je partage pas mal ton avis. Je pense il y a des doutes, mais il y a quelques belles promesses et quelques joueurs intéressants qui font dire que c'est peut-être pas le plus gros problème, mais bon, il y a quand même des choses à dire et je pense que t'as été assez clair sur ce sujet. Bon, je vais te poser une autre question. Si t'étais Papio, toi, t'irais vers quelle animation défensive? Est-ce que t'irais plutôt vers une défense à 3, à 4? Et si tu opterais pour un, un schéma classique défensif, si tout le monde est disponible, tu partirais sur lequel? Il y a un monde où on joue à 3 et on a le même rendu en termes d'efficacité défensive, avec une plus grosse sérénité. Mais pour cette CAN, j'opterais plus pour une défense à 4. Qu'on continue sur une défense où on a plus de certitude. Je pense qu'on n'a pas pris Abdou Diallo qui, lors de la dernière CAN, s'était incrusté dans cette défense en tant que troisième défenseur avec à ses côtés Koulibaly et Niakhaté. Durant cette CAN, on avait clairement eu par moment à réaliser de très belles choses à 3 derrière avec Crépin d'un côté et Jacob de l'autre. Globalement, c'était quelque chose, c'était une belle animation, mais là, c'est que j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à sa capacité à jouer à 3 derrière. Il y a certainement Momo de Sarr qui est très fort, qui joue à 3 avec Strasbourg. Il y a aussi Mendy qui joue. Bon, Nice, mon copain, Nice, c'est très difficile de prendre Nice comme baromètre, mais je vais quand même le dire. Mendy joue à 3, joue central par moment à Nice en tant que troisième défenseur. Mais bon, tu as deux jeunes joueurs qui participent pour la première fois à la CAN, la Coupe d'Afrique, étant ce qu'elle est. Le football africain étant celui qu'il est. Difficile de lancer ces deux-là dans le grand bain. Après, Mendy a déjà joué en équipe nationale comme titulaire durant 90 minutes. Je pense qu'on a eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Pour le cas de Moussa, c'est peut-être l'une de mes déceptions. On ne l'a pas assez vu en équipe nationale. Si on l'avait plus vu dans cette charnière, que ce soit à 2 ou à 3, j'aurais peut-être opté pour une défense à 3 avec Niakhaté et Koulibaly, ce qui aurait été assez intéressant, d'autant plus que tu as maintenant Elhadji Malick Diouf, qui est un pur piston, qui jouait
au Slavia Prague en tant que piston qui a été repositionné à West Ham comme latéral. Par moment, bon, West Ham joue par moment à 3 aussi et je pense qu'il est meilleur en tant que piston. Mais à l'heure actuelle, dans cette CAN, avec les certitudes qu'on a, je préfère rester sur ce système qui nous garantit plus de sécurité, plus de solidité derrière. Peut-être avec le temps, on pourra intégrer les jeunes SAR et peut-être penser à avoir d'autres alternatives, peut-être même passer à 3 par moment. Ouais, je pense que c'est assez juste ce que tu dis sur l'animation défensive. Selon peut-être les adversaires aussi, je pense que ça peut amener quelque chose de différent, une animation un peu différente. Mais bon, on a quand même les grandes lignes. Maintenant, avant ce match contre le Soudan, forcément, Koulibaly est pas là, donc la défense va être aussi testée. Est-ce que ça aura un sens pour la suite? Je sais pas. On verra bien. Bon, je vais te poser la question suivante. On est obligé de parler, si on parle de la défense, on est obligé de parler du gardien. Est-ce que pour toi, Edouard Mendy, ça a encore le niveau en 2025 pour faire gagner le Sénégal dans cette CAN? Moi, je te mens pas, je le trouve beaucoup moins performant. Je pense que depuis l'Arabie Saoudite, il a perdu un petit peu de son niveau. Et ce que j'ai pu voir de lui sur le début de cette CAN m'a pas forcément enthousiasmé. Alors, il y a des jolies parades, mais par contre, le but de Bakambu face à la RDC, pour moi, il porte clairement sa signature. Donc, est-ce que pour toi, Edouard Mendy peut nous faire mentir et amener le Sénégal à remporter cette CAN 2025? Peut-être que si on raisonnait seulement performance, en 2025, on aurait choisi, pour ne pas froisser certains Sénégalais, je dirais, le plus performant, Yevan Diouf. Yevan Diouf qui a été auteur de très belles saisons, que ce soit à Reims puis à Nice. Il a rarement été fautif sur un match. Malheureusement, il n'a pas encore eu sa chance en équipe nationale. Il n'a pas pu honorer une première titularisation en sélection. Très bon club, malheureusement, barré en équipe nationale par Edouard Mendy, qui a un statut. Edouard Mendy, bon, peut-être que certains l'oublient, mais nous autres Sénégalais, on s'en rappelle, il a été sur une saison meilleur gardien du monde. Il a été meilleur gardien du monde sur une saison. Et lors d'un match où le Sénégal a par moment eu à avoir des sueurs froides, un certain match contre le Bénin, il a eu à faire 2-3 petits arrêts, de rien du tout, 2-3 arrêts assez faciles, juste pour rappeler à tout le monde qu'il est là, qu'il a encore quelque chose à apporter à l'équipe nationale. Bon, plus sérieusement, Edouard Mendy a un statut en équipe nationale. Il fait de bonnes choses, d'après certains. Je vais être honnête, je ne suis pas la Saudi Pro League. D'après certains, il fait de belles choses en Saudi Pro League. En équipe nationale, il n'a pas toujours été irréprochable. Il a souvent été sujet à discussion sur certains matchs. Il n'a pas été par moment décisif sur certaines actions. Bon, contre le Congo, sa main n'a pas été ferme sur la frappe de Bomonda. Mais à le voir dans le groupe, à suivre les vidéos de l'équipe nationale, on sent qu'on a en face un leader, un cadre qui a su s'installer avec le temps, qui est dans la transmission et à qui on voue quand même un énorme respect dans la tanière. Il a su nouer une certaine connexion, pour dire vrai, une certaine connexion avec les autres membres de la défense. Avec le temps, on sent une certaine complicité avec Koulibaly. Difficile de couper tout ça pour mettre un autre gardien. Si tant est même qu'il soit meilleur sur le moment, c'est quand même assez compliqué. En plus, le poste de gardien est assez sensible. Se passer d'un gardien sur une considération simplement sportive du moment serait assez délicat.
sachant que Edouard Mendy, par moment, a connu des moments difficiles en club, mais a toujours été titulaire en équipe nationale. Je pense que pour le coup, pour cette CAN, difficile de se passer de lui. Je pense que on l'aura encore dans les buts, malheureusement pour Jevan Diouf, qui pour moi ne démérite pas. Certainement, il mérite une chance de prouver au monde qu'il peut être l'avenir et le présent de cette sélection sénégalaise. Pour l'instant, ce sera encore Mendy, même s'il fait quelques boulettes. Ce sera encore Mendy, même s'il est catastrophique balle au pied, ce sera encore Mendy. Peut-être jusqu'à cette CAN, peut-être même au-delà. Mais il y a un Jevan Diouf qui prend son frein sur le banc, mais qui tape fortement à la porte pour prendre le relais. C'est vrai que tu parles de Jevan Diouf, c'est assez juste. Il n'a pas eu véritablement sa chance depuis qu'il a été appelé. Il est difficile de remettre en question Mendy, mais bon, on est plus ou moins d'accord. On voit les mêmes matchs et on voit bien que Edouard Mendy, c'est pas celui de Chelsea qui était rayonnant et comme on a dit, qui a été élu meilleur gardien du monde. Bon, je vais te poser un peu, on va remonter un peu sur le terrain. On va arriver au milieu. Bon, il y a beaucoup de monde là-bas, mais je pense qu'on va être d'accord. Il manque un joueur dans la partie offensive. Alors, je te dis pas un numéro 10, parce que les numéros 10 maintenant, c'est de plus en plus rare, mais une sorte de pointe haute d'un milieu, un 8 avancé, ou oui, un meneur de jeu. Et pour toi, dans cet effectif, qui doit jouer au milieu de terrain en position plus haute? Est-ce que ça serait plutôt un Habib Diarra, un Pape Matar Sarr, ou un Lamine Camara? Ou encore un autre choix qu'on a pu voir, un Pape Gueye qui serait en position plus avancée. Toi, chez toi, ça serait quoi la meilleure solution pour ce poste de milieu le plus avancé? On va pas se le cacher, le milieu, c'est le casse-tête du coach. Quelle combinaison adopter pour avoir une animation, que ça soit offensive ou défensive, de qualité. Au bout de 2 matchs, la Clame populaire a entre guillemets exercer une pression pour voir Pape Matar Sarr parce que c'est l'un des chouchous du public. Bon, il est sur courant alternatif. Il est assez inconstant. Souvent, il est bon, parfois il est transparent. C'est vrai que ce troisième match a permis au public et aux suiveurs de comprendre le fait que Idrissa Gana Gueye, même avec cet âge avancé, même avec les promesses des jeunes comme Lamine Camara ou Pape Matar Sarr, reste titulaire en équipe nationale. On peut dire il a un avantage assez conséquent. Il a toujours ce volume de jeu. Il est certes lent dans la transmission parfois. À côté, depuis la dernière CAN, Pape Gueye plutôt est indispensable à l'équipe nationale. Il est rarement sur la touche, sauf s'il a un carton, s'il est blessé. Je pense que c'est peut-être l'un des joueurs les plus réguliers en équipe nationale. Du coup, taille de ces Gana Gueye et Pape Gueye, l'un est régulier, l'autre t'offre des certitudes au milieu. Gana Gueye, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais ce qu'il va t'apporter. Contrairement aux autres, Pape Matar, par moment tu le fais jouer, mais tu n'as pas ce rendu dont il est capable de t'offrir. Pape Matar, il est capable aussi de rentrer et sur une deuxième mi-temps de changer le cours d'un match. T'as Lamine Camara, très bon joueur avec Monaco, très très bon joueur avec les jeunes U20, très très bon joueur, mais qui depuis un moment a tendance à nous sortir de très mauvais matchs, pour ne pas dire des matchs assez compliqués. Il a déjà fait 2 rentrées assez inquiétantes, une titularisation, malheureusement au bout d'une mi-temps, il est sorti sur blessure, mais qui n'a pas été convaincante. À côté, tu as Habib Diarra. Habib Diarra, c'est peut-être celui que je mettrais en avant. Quand tu parles d'animation, c'est peut-être l'élément manquant, la dernière pièce du puzzle, peut-être au milieu. On a vu contre le Bénin ce qu'il était capable d'apporter. Ses projections, son jeu tourné vers l'avant. Malheureusement, il s'est blessé avant la CAN.
il revient juste de blessure. Il n'a que quelques minutes dans les jambes. Mais c'est peut-être celui qui peut apporter ce plus à ce milieu-là. Qui sortir de Idi ou de Pape Gueye, difficile de m'exprimer par rapport à cela. Idi, c'est une certitude. Pape Gueye, c'est la constance. Après, Idrissa Gana Gueye, il y a les chiffres qui parlent pour lui. C'est le meilleur milieu de terrain de ce début de CAN. Bon, je vais pas dire le meilleur, mais l'un des meilleurs d'après les chiffres qu'on a eu à voir. Après, est-ce qu'on est assez lucide quand on sort le meilleur milieu de terrain de ton équipe sur ces 3 premiers matchs pour mettre Habib Diarra qui revient de blessure? Est-ce qu'on serait assez logique aussi de sortir un Pape Gueye qui a toujours été bon en équipe nationale, même si sur cette carte, je ne l'ai pas trouvé assez bon. Ce qui est sûr, c'est que si on passe à 3, les 3 vont jouer. Habib Diarra va jouer à côté de Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Mais à 2, je pense qu'on restera sur ce milieu à 2 avec une possibilité de faire jouer, si le jeu est assez lent, de faire rentrer Habib Diarra pour qu'il prenne la place d'un des deux. Bon, je pense qu'on va rester sur Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, même si par moment, je t'avoue, ça ronronne, c'est pas fluide, c'est lent. Et ça t'offre aussi quelques certitudes que les plus jeunes ne t'offrent pas. Pathé Ciss, c'est peut-être le joueur que j'ai pas encore cité. Pathé Ciss, il arrive peut-être après les autres. Pathé Ciss, c'est pas celui à qui on va donner les clés du camion dès la première minute. Je pense que ce sera surtout celui qui sera chargé de stabiliser quand l'équipe mènera au score ou quand il s'agira de préserver un score ou quand l'équipe sera physiquement dans le dur. Il entrera peut-être pour apporter cette arme, cette compatibilité. Mais je ne le vois pas jouer titulaire. Alors, je vois bien que tu as un petit faible pour Habib Diarra. Je suis assez d'accord, le profil est intéressant. Moi, je partirais plus sur un Lamine Camara, peut-être parce que je le vois un peu plus du côté de la Ligue 1, mais je lui trouve vraiment beaucoup de qualités, mais les 3 me paraissent adaptés. En tout cas, je les préfère plus que voir Pape Gueye dans cette position de milieu avancé, où pour moi c'est un peu dommage quand on a les profils des joueurs cités. Mais bon. Je vais te poser encore une autre question un peu sur le milieu de terrain. Tu penses que pour toi, pour les matchs coup près, Papthio, il va plutôt opter pour un milieu à 2 avec un double pivot ou plutôt un milieu à 3? Moi, j'opterais plutôt pour le milieu à 3, hein, c'est un peu plus séduisant. Mais est-ce que pour toi, c'est plutôt double pivot ou milieu à 3 dans l'esprit de Papthio? Pour les matchs couperets, tout dépendra de l'adversité. Tout dépendra du niveau de l'adversaire. Par exemple, contre le Soudan, on optera sûrement pour un milieu à 2 avec 4 attaquants devant. Puis qu'on va certainement avoir le ballon, on aura plus d'attaquants devant pour essayer de marquer des buts et sécuriser le résultat très tôt. Je pense que face à des adversaires d'un niveau inférieur, on essaiera d'avoir le maximum d'attaquants devant. Et Pape Thiaw, pour la petite histoire, est un attaquant et a un style plus résolument porté vers l'attaque, contrairement à Lucie qui était plutôt défensif. Des formations obligent. Après, quand on aura des adversaires plus costauds, plus solides, on reviendra peut-être à un milieu à 3 avec un milieu plus solide, plus densifié, qui ira au duel. Après, le Sénégal, depuis un moment, joue à 2 au milieu. Le double pivot ne date pas d'aujourd'hui. On a tendance à oublier qu'en 2023, on avait joué avec un milieu composé de Lamine Camara et Pape Gueye. Sur 3 ou 4 matchs, on a joué avec ce double pivot-là. Comme pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. On joue souvent à 2 au milieu, qu'importe l'adversaire. Par exemple, face à la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu t'en souviens, on a joué une heure avec seulement Lamine Camara et Pape Gueye au milieu. Bon, après, sans des suivis, ceux qui sont des suivis, on a perdu, mais voilà, on a quand même, face à un adversaire plus solide, joué à 2 au milieu. Très
même sous Aliou Cissé, on était capable d'évoluer à deux au milieu, à deux milieux défensifs au milieu. Après, comme je te l'ai dit, tout dépendra de l'adversaire. Si on réussit à passer cette étape, Soudan face soit au Mali ou face à la Tunisie, je pense qu'on reviendra à 3, même si le milieu à 3 contre le Bénin n'a pas fonctionné. Peut-être l'interrogation qu'on a, on s'était dit peut-être qu'au bout des 2 matchs, ce qui ressortait globalement, c'était que le milieu avec ce double pivot-là était assez prétentieux par moment, il était assez osé. Mais en remettant 3 milieux, on s'est rendu compte que notre jeu n'était pas aussi fluide, qu'on n'a pas réalisé une bien meilleure performance, que ce soit offensivement que défensivement. C'est peut-être le paradoxe. On est revenu à 3, on était censé avoir une plus grande solidité, une meilleure maîtrise. Malheureusement, c'était tout l'inverse. Je pense que ce sera à la tête du client. À 2, face aux adversaires moins forts, à 3 face aux gros cylindres ou au milieu bien plus costaud. Face au Mali, ce sera certainement à 3 parce qu'il y aura une densité assez importante chez les Maliens. C'est le prototype sahélien comme les Sénégalais. Ils sont grands, ils sont forts. Voilà, contre la Tunisie aussi, peut-être qu'il y aura 3 milieux parce qu'il y a un certain Hannibal Mejbri qui est quand même rayonnant depuis le début de la CAN, très fort, très fort. Il faudra peut-être surveiller. Et pour le surveiller, il faut peut-être revenir à un système plus équilibré. Bon, alors, on va être obligé forcément de passer sur le sujet Sadio Mané, parce qu'on peut pas faire un débat sur le Sénégal en 2025-2026 sans parler de Sadio Mané. Donc pour toi, ce Sadio Mané 2025-2026, est-ce que, on a posé un peu la question tout à l'heure pour Edouard Mendy, est-ce que lui aussi peut amener le Sénégal tout en haut? Et est-ce que tu le préfères dans l'axe assez libre ou sur le côté gauche, comme dans les grandes années? Bon, je vais pas te mentir, sa position un peu libre, comme on le voit depuis le début de cette CAN, me semble plus adapté que le côté gauche où je pense qu'il a plus forcément les jambes pour le faire. Je t'avoue que concernant Sadio Mané, j'étais très dubitatif. Bon, je suis resté sur Sadio Mané en difficulté en équipe nationale, que ça soit contre la RD Congo dans ce fameux match retour, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Resté sur quelques prestations décevantes de Mané. Je t'avoue que à l'entame de cette carte, j'étais pas trop hypé par Sadio Mané, leader de cette attaque. Mais force est de constater que pour sortir de ces 3 matchs, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs sénégalais. Et malheureusement, c'est à la fois une bonne chose, en soi, c'est une bonne chose parce que ça prouve que on s'est trompé. Mais malheureusement, j'en reviens à ça. C'est assez inquiétant parce qu'on s'imaginait que Ilimandia allait prendre les commandes, qu'il allait carrément être le facteur X parce qu'il courant entre lui de très bonnes choses récemment, que ce soit pour revenir au match contre le Congo, que ce soit au Congo ou dans d'autres matchs. Il a été souvent très bon. Et même Sadio Mané, il faut quand même relever un fait. Quand il a été absent contre l'Angleterre, on a produit une très belle prestation. On a été capable de produire un football cohérent. On a battu les Anglais chez eux, sans Sadio Mané, avec beaucoup de cœur, un football à la limite même ambitieux, protagoniste, qui a su faire ses preuves sans Mané. Et voilà, naturellement, il s'est posé la question, est-ce qu'avec Mané, on n'est pas moins fort? Bon, c'est peut-être trop dire, mais voilà, c'était peut-être l'interrogation qu'on avait. Mané a su quand même fermer des bouches. Bon, on espère que ça va continuer ainsi, mais voilà, sur ce début de CAN, moi, il m'a carrément bluffé. Après, il paraît qu'ils ont eu un break avant la CAN. Peut-être qu'il a saisi cette occasion pour se prendre en main et travailler plus. En tout cas, il est affûté. Il est vraiment. Physiquement, il est présent. Peut-être qu'il ne peut pas reproduire ce qu'il était capable de faire à 20 ans, c'est sûr, mais l'impact est là, il est impactant. Il est rarement perçu comme
le maillon faible sur ce début de CAN, contrairement à Ismaël Assar qui carrément est peut-être la grosse déception. Ça, autant il y a la surprise Mbaye, il y a Sadio Mane qui a rassuré. À côté, il y a Ismaël Assar qui a carrément déçu. Ismaël Assar, c'est peut-être l'une des déceptions de ce début de CAN. On espère que cela ne durera pas parce que là, ce qui nous a sorti comme bouse sur ces 2 matchs, c'est clairement quelque chose d'assez choquant. À la limite, c'est même 2 prestations à mettre dans le panthéon des pires trucs qu'un joueur sénégalais puisse faire à la CAN. Là, c'était incroyable. Il n'a quasiment rien réussi. Après, tu as Iliman Ndiaye qui, quand même, n'a pas encore répondu aux attentes. Lui, contrairement à Ismaël Sarr, qui a peut-être l'excuse de sa blessure d'avant CAN, lui était sur une bonne dynamique à Everton. Était en train de vraiment faire de très bonnes choses avec Everton. Bon, il est capable de fulgurance, mais il pêche toujours dans le dernier geste. Il peut clairement allumer l'étincelle, mais pour mettre le feu, ça cale toujours. Après, tu as toujours le Sabali, le Sadio Mane Junior, j'allais dire. Sabali qui est assez bluffant aussi. Ses sorties du banc sont toujours à regarder particulièrement. Après, pour finir, il y a le phénomène Mbaye. Celui qui, quand même, épate tout le monde. Moi en premier, j'y croyais peu. Mbaye, je t'avoue, j'y croyais très peu. Déjà que, voilà, je pense que c'est un joueur qui, quand même, a beaucoup de déchets dans son jeu, qui est bon, mais qui a beaucoup de déchets dans son jeu. Je n'imaginais pas ce joueur à ce niveau très tôt en équipe nationale. À ce niveau, c'est pas quelque chose de facile, surtout sur une CAN. Franchement, il est en train de bluffer tout le monde et c'est peut-être celui qui fait le plus mal à Ismaël Assar. Ismaël Assar souffre de la comparaison, se faire critiquer parce que là, à côté, sur le banc, tu as un gamin de 17 ans qui fait mieux que toi. C'est peut-être celui qui fait ce qui fait le plus mal à Ismaël Assar, compte tenu du statut qu'il a, de ce qu'il peut toujours apporter, parce qu'Ismaël Assar, bon, il est capable de belles choses, il est capable de trucs assez lunaires, mais il est capable de très bonnes choses aussi. Voilà, c'est peut-être la certitude qu'on a peut-être à ce jour. Ismaël Assar restera dans le groupe, peut-être restera plutôt dans le 11. Mbaye ne va pas rentrer pour les prochains matchs. Bon, j'imagine pas dans les matchs couperés que le coach va le mettre. Il va l'utiliser comme super sub, vu qu'il est assez performant comme ça. Bon, pour les ailiers, on vient de parler de la possibilité de voir Sadio Mane à gauche, mais si on regarde sur le côté droit, Ismaël Assar, on en fait quoi? Est-ce qu'il doit débuter? Ou est-ce qu'un Mbaye qui est rentré pour le match contre la RDC et qui a été très bon, devrait être titulaire à sa place? Qu'est-ce que t'en penses? Ismaël Assar, c'est peut-être le gars qui me frustre le plus. Si je devais dire clairement ce que je pense de lui, là, on serait parti sur un délire assez terrible dans ce post-catch, tellement le gars me frustre. Après, Ismaël Assar, à sa décharge, c'est quelqu'un qui souvent arrive diminué à la CAN. Souvent, c'est un diesel. Tu ne le vois jamais en début de CAN. Souvent, ça ronronne. C'est pas trop ça à ses débuts. Mais globalement, à la fin, il est là. C'est comme le sprinter qui, au début, voilà, sur la ligne de départ, on ne le voit jamais venir. Sur les premiers pas, les premières foulées, tu le remarques pas, mais au finish, il fait souvent partie du podium. Là, ça, c'est Ismaël Assar. Ça, tu le remarques pas au début de la CAN. À la fin, tu sais pas par quelle magie, peut-être qu'il travaille plus. Il travaille plus et revient. Et là, tu as une source de motivation pour lui. Tu as une motivation assez conséquente à un jeune qui, quand même, là, dans une compétition,
avec une grande exposition, se montre au monde. Parce que le Mbaye du PSG, dans un groupe où il y a des doués, des Barcola, Varashkelia, Dembélé, Mbaye, c'est juste un petit qui est prometteur face à dans un groupe où il y a des monstres. Là, c'est en équipe nationale. Ça, c'est une sélection. Ça, c'est supposément les meilleurs joueurs du pays qui ont été sélectionnés. Et parmi ces meilleurs joueurs, tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Là, c'est encore un truc plus grand. Les clubs, c'est très grand. C'est pas pour vraiment minimiser le PSG ou le football de club. Non, là, c'est juste un délire plus grand. Là, c'est l'équipe nationale. Là, c'est la sélection. Et on ne parle pas de n'importe quelle sélection. Excuse-moi la petite modestie. On parle de la meilleure sélection d'Afrique. Et le petit, il est en train de carrément franchir un cap en sélection. Et Ismaël Sarr, il a du pain sur la planche. Et je pense qu'il va cravacher que Pape Thiaw. Bon, je pense qu'il respecte en quelque sorte la hiérarchie, il respecte certains codes, il respecte l'ancienneté, tout ce qui va avec quand il s'agit d'un cadre. Et mine de rien, Ismaël Sarr, la CAN, c'est son jardin. Il y est arrivé très tôt. Très tôt, il a su clairement être impactant sur certains matchs. Donc, je pense qu'il sera encore aligné, qu'on va lui donner encore une chance. Je pense que tel un Diesel, je ne suis pas fan de lui. Là, je t'avoue que je ne suis pas fan d'Ismaël Assar, que sur certains matchs, il va être aligné. Par exemple, contre le Soudan, je le vois prendre le côté droit. Ilimandia va revenir sur la position. Faux 9, 10, je sais pas, il est là dans le terrain, tu sais même pas où il est positionné. La seule chose sûre, c'est qu'il est sur le terrain et qu'il va de gauche à droite. Ismaël Sarr prendra le côté droit, par moment, il va coulisser vers l'axe, à côté de l'attaquant. Voilà, on se dirige vers le schéma tactique utilisé dans les deux premiers matchs. Après, contre un adversaire costaud, je pense que sur le côté droit, on ira sur Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye au départ, parce que Iliman Ndiaye joue sur le côté droit à Everton. Et Iliman Ndiaye, bon, ça c'est un autre débat. Iliman Ndiaye, j'ai du mal à le voir sur un côté. C'est juste un joueur qui pour moi est facile, technique. Il a quelques lacunes qui, s'il les gomme, peut même être positionné derrière l'attaquant. Être un faux neuf, pourquoi pas. Sur le côté, je sens qu'il est capable de sortir des dribbles assez exceptionnels, mais côté vivacité, ça pêche un peu face à un défenseur. C'est rapide. Je dis pas qu'il est lent, mais voilà, c'est pas le plus vif des joueurs de côté de l'équipe nationale. Et je pense que sur un match où on a une défenseur 3, il sera sur le côté droit. Et Ismaël Sarr sera sur le banc. Mané, naturellement, va prendre le côté gauche. Bon, ok, je crois avoir compris qu'Ismaïl Assar n'était pas forcément ton chouchou, même si t'es très honnête et t'es très objectif. J'ai compris que t'avais été plutôt déçu par Ismaïl Assar, même si à certains moments il a des bonnes performances. Bon, t'en attends plus et t'es un petit peu toujours sur ta faim. Bon, on va être obligé, évidemment, pareil, de se poser la question du numéro 9. Est-ce que pour toi, ça doit être Nicolas Jackson? Ou est-ce que ça doit être Habib Diallo qui doit débuter pour les matchs coup près de la fin du tournoi? Ou est-ce que t'opterais pour un roulement entre les deux en fonction des adversaires? Et on peut aussi préciser qu'il y a aussi d'autres joueurs. Il y a évidemment Boulaïdia et il y a Chérif. Donc est-ce que tu partirais pour un de ces quatre, une alternance, ou installer véritablement Nicolas Jackson ou Habib Diallo? En vrai, c'est peut-être le talon d'Achille de cette équipe, l'attaquant de pointe. En vrai, quand tu as un attaquant qui peut se targuer d'avoir un CV
où il est mentionné attaquant du Bayern, attaquant de Chelsea, sur, attaquant de Chelsea sur deux ou trois saisons, attaquant du Bayern, doublure de Harry Kane. Excusez du peu, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça dans son CV. C'est pas tous les attaquants qui peuvent se targuer d'avoir ce pédigré. Malheureusement, cet attaquant ne marque pas. C'est peut-être ce qui fâche parce que là, tu as Nicolas Jackson qui, si on se limitait juste au CV, qui a des années-lumière de ses concurrents, parce que là, on parle d'un mec qui est sur le banc du Bayern, mais qui a devant lui l'un ou le meilleur attaquant du monde. Bon, il rentre souvent et est assez décisif une fois sur deux. Il joue dans un grand club, protagoniste dans les différentes compétitions où elle est, où elle se trouve en quelque sorte. Bon, excuse-moi de la formulation. Mais voilà, tu comprendras. Donc, Jackson, c'est en principe l'attaquant numéro 1 de l'équipe nationale. Malheureusement, Nicolas Jackson, c'est souvent trop dilettant, pas assez tueur. Par moment, tu as l'impression qu'il n'est pas assez impliqué. Un body language assez énervant. Un body language qui quand même est frustrant. Tu le regardes, à sa gestuelle, c'est souvent le gars que tu ne veux pas avoir dans ton équipe. Le gars qui certainement a du talent, mais voilà, c'est pas trop le gars qui se fait violence. Mais derrière, il a sauté le pas peut-être trop tôt. Moi, je dirais qu'il est allé à Chelsea trop tôt. Mais après, je pense qu'il n'a pas su travailler ses lacunes. Fait ses débuts à Villarreal sous les ordres de Unai Emery. On a très tôt vu ses qualités. C'est quand même un joueur qui réussit à se procurer énormément d'occasions. Mais on a très tôt décelé ses limites. Il rate énormément d'occasions aussi. En fait, même en équipe nationale, c'est le gars qui se procure le plus, ou même c'est le gars qui offre le plus d'occasions à ses coéquipiers. En fait, c'est juste l'attaquant qui offre plusieurs possibilités devant. Malheureusement, il ne marque qu'après avoir raté 2 ou 3 occasions nettes. Et ça, face à une grande équipe, ça paye cash. Contrairement à Habib Diallo, on l'a vu lors du dernier match, il n'a eu qu'une seule occasion, mais Habib Diallo, globalement, son match, il est pourri. Habib Diallo, à la limite, tu le vois pas, tu lui donnes le ballon, il le perd, tu veux te servir de lui comme appui. C'est pas trop ça. Habib Diallo, dans le jeu, c'est pauvre. C'est très, très, très pauvre. C'est très limité. Après, bon, Habib Diallo, il vaut mieux que ça. Je pense qu'il n'a pas réalisé une belle partie face au Bénin, mais il est capable de mieux. Après, tu as Chérif Ndiaye, costaud, présent dans la surface, survenant des surfaces, il peut toujours être utile en sortie de banc. Je pense que c'est plus le joker. Les deux premiers vont se disputer la place de titulaire. Le Chérif Ndiaye sera peut-être le joker en attaque. Après, tu as Boulaye qui n'a pas encore joué. Boulaye, c'est peut-être le perdant de cette campagne. Bon, c'est à l'image de la trajectoire qu'a pris sa carrière, parce que là, même à la Lazio, c'est pas trop ça. Parfois, il joue, parfois, il peut rester sur une dizaine de plusieurs matchs sans marquer. Mais dans le jeu, c'est comme Jackson. Boulaye, c'est comme Jackson. Mais en mieux, il est capable de rater énormément d'occasions. Mais Boulaye, c'est meilleur dans la création. C'est un attaquant qui sent le foot. Techniquement, il est bon. Mais quand il faut peser ou marquer, c'est pas celui qu'il faut mettre devant. Difficile de trancher, mais je pense que la connexion est pour tout ce qu'il y a comme affinité, langage, foot devant. Je pense qu'on est parti sur Nicolas Jackson, et moi, malheureusement, je pense que certains ne vont pas me le pardonner, mais je reste dans le train Jackson parce que bon, il peut traîner
toutes les lacunes du monde, mais quand même, avec lui, on a plus d'occasions, on a plus de possibilités. Il, il a un body language détestable, mais voilà, avec lui, tu as plus d'occasions, tu as plus de possibilités. Avec Diallo, c'est plus stéréotypé. Voilà, tu produis rien à la limite. Il ne t'offre pas beaucoup de possibilités. Voilà, du coup, devant, c'est peut-être le bémol dans cette équipe. Si Jackson était plus clinique, si Jackson réussissait à marquer plus de buts. Un temps, on a parlé de Sadio Mané comme neuf. Il a déjà joué à ce poste au Bayern, mais bon, c'était pas trop ça, il se débrouillait, mais pas plus. Là, je préfère encore Jackson. Encore Jackson, je dirais. Mon copain, je dirais, on reste sur Jackson, à l'instar de ce que j'avais dit pour Ismaël Sarr. On lui laisse encore une chance, on lui laisse encore la possibilité, surtout contre le Soudan. Il réussit à marquer encore, peut-être qu'il se mettra, qu'il va lancer totalement sa canne et qu'il va nous sortir d'une fin de canne exceptionnelle et qu'il nous vaudra d'énormes satisfactions. Ok, je pense qu'il y a un peu de... Je pense qu'il y a du très très juste dans ce que tu dis. C'est difficile, il y en a pas un véritablement qui se démarque. Il y a des avantages un peu pour chacun, mais peut-être, comme tu le dis, celui qui a le meilleur potentiel et qui te propose peut-être pas de garantie, mais de certitude, bah c'est peut-être Nicolas Jackson, même s'il y a du déchet et du côté brouillon, bon bah ça reste quand même peut-être intrinsèquement le plus talentueux. Donc je suis assez d'accord, peut-être qu'il faut installer Nicolas Jackson tout en prenant en considération que il ratera à certains moments et qu'il aura peut-être du déchet, mais bon, c'est peut-être sur lui qu'il faut compter. Bon, je vais te poser la dernière question de notre petit débat. Est-ce que pour toi, le Sénégal a le meilleur fond de jeu de cette CAN 2025? Bon, hein, on rappelle, hein, comme d'habitude dans les débats du FC Copain, c'est en toute humilité qu'on donne nos sensibilités. Donc, toi, au vu de ce que tu as regardé de cette CAN 2025, t'as pas vu tous les matchs et on est tous à peu près pareil, on sélectionne, on a vu les principales équipes. Pour toi, est-ce que tu penses que les Lions, c'est eux qui ont produit le meilleur contenu, ou t'es quand même assez subjugué ou attiré par d'autres sélections depuis le début? Moi, je vais pas te mentir, l'Algérie fait partie des belles surprises de ce premier tour. La RDC aussi, mais on en a parlé aussi un petit peu avec le match contre le Sénégal. Le Maroc, c'est un peu entre points d'interrogation. Le Nigeria reste quand même sur courant alternatif, capable de coller 3 buts en 60 minutes à la Tunisie et derrière d'avoir super peur et de maîtriser pas véritablement un match de la première à la 90e. La Côte d'Ivoire qui réagit toujours plus qu'elle n'agit, mais qui est toujours présente, voire même le Cameroun sorti de l'enfer. Ça fait quand même beaucoup d'équipes qui jouent bien dans cette CAN. Donc voilà. Est-ce que pour toi le Sénégal, ça se place où dans cette hiérarchie? Bon, j'aurais pu avoir mon tropisme sénégalais et dire qu'on est trop fort, qu'on joue trop bien et que voilà, on est au-dessus de la mêlée. On est trop fort pour notre adversaire. Après, je vais ranger mon chauvinisme et être un peu plus rationnel. Peut-être qu'on est supérieur à nos adversaires, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a le meilleur fond de jeu? Reste à voir. Moi, je dirais qu'on a de belles séquences. On contrôle souvent nos matchs, on est assez structuré et organisé. Peut-être un style pas européen, mais un football international, plus international qu'africain. Voilà, pour faire simple, là on est sur un style assez international. Peut-être dans la circulation, on est assez lent sur les premières phases. Devant, bon, faute d'avoir un Ismaël Assar très bon, on est un peu limité à droite. Iliman Ndiaye est capable de gestes de folie.
c'est bon, mais c'est pas constant sur tout un match. Donc voilà, si les deux ne sont pas au niveau sur un match, ça, ça ne donne pas un rendu exceptionnel devant Jackson. Jackson, contrairement à ce que beaucoup disent, Jackson, il n'est pas nul, il n'est pas dégueulasse par au pied. C'est pas Harry Kane, mais c'est pas un peintre, c'est pas, voilà, c'est, tu lui donnes le ballon, il le bonifie par moment. Donc c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Peut-être pas un très grand joueur, mais c'est un bon joueur. Sadio Mané, ça va. On joue bien, mais la circulation par moment est assez lente. Et par moment, on a des joueurs, surtout des cadres qui ne sont pas au niveau. Mais globalement, dans le jeu, peut-être que j'aurais tendance à dire qu'on est supérieur, qu'on domine, qu'on a des qualités qui, quand on les met en avant, font que, voilà, nous sommes supérieurs à nos adversaires. Et sur certains matchs, bon, je vais peut-être prendre le contre-pied de beaucoup de personnes. Moi, je me dis que la lecture du match contre le Congo, elle est un peu biaisée par le fait que, voilà, on a subi sur 15 à 20 minutes les assauts des Congolais. On pouvait prendre 2 buts. Est-ce que c'est pas parce qu'on est le Sénégal, euh, une nation que tout le monde voit trop beau, que les gens ne nous pardonnent pas le fait qu'on puisse avoir des errements? Parce que globalement, mon ami, je pense qu'en première mi-temps, il y a pas débat. On roule sur la RDC avec tout le respect que j'ai pour leur équipe, qui est par ailleurs une magnifique équipe. S'il n'y avait pas la maladresse de Ismaël Sarr et Nicolas Jackson, on aurait peut-être pu y aller à la pause avec 2 ou 3 buts d'écart. Après, avec des si on pourrait faire le monde, mais avec des attaquants plus concentrés, plus cliniques, on serait à 2-0. Mais peut-être la lecture serait différente. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, le scénario serait bien meilleur. Peut-être qu'on aurait une meilleure deuxième mi-temps du Sénégal. Pour faire simple, que le Sénégal aurait peut-être pu avoir un autre comportement en deuxième mi-temps. Peut-être inconsciemment, peut-être on est rentré en deuxième mi-temps en sandales, peut-être un peu trop arrogant. On est peut-être rentré avec l'état d'esprit que voilà, on était meilleurs. On les a battus chez eux. En première mi-temps, ils n'ont pas existé. Voilà, en deuxième mi-temps, ça ira. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais voilà, on va prendre le dessus de toute façon. Là, on s'est peut-être cru vu trop beau. On est resté et on est revenu sur la pelouse avec un trop gros melon. Là, on a pris la tempête sur 20 minutes et peut-être que ces 20 minutes, on ne les a pas encore. On nous a pas pardonné ces 20 minutes, en quelque sorte. On nous a peut-être jugé sur ces 20 minutes comme une équipe peut-être voilà, qu'on a vu trop belle. Alors que voilà, sur un match, tu peux pas contrôler les 90 minutes. Après, je suis d'avis que le dernier match, il est affreux. Le dernier match, au-delà du carton rouge de Koulibaly, il est terrible. Là, on réussit quasiment rien du tout de la première mi-temps. C'était vraiment la pire première mi-temps de notre cadre jusque-là. Pour le premier match, je n'en parle pas parce que l'adversaire était assez faible. Ça, c'est pas à prendre en considération. Après, j'ai eu à voir quelques belles équipes, des équipes qui ont carrément proposé un très beau jeu. Par exemple, la Tunisie, elle n'a pas confirmé, mais j'ai trouvé son premier match assez intéressant dans l'impact, dans la vivacité, dans la fluidité. L'Algérie, j'ai trouvé que par moments, c'était très beau. C'était très beau à voir jouer. Mais bon, par moments, quand ça marque très vite aussi, ça verrouille. Ce qui fait que voilà, il n'y a pas une continuité dans des belles choses. Le Maroc, il y a de belles choses, mais c'est surtout Brahim. C'est surtout Brahim et voilà. C'est surtout Brahim et le Maroc, il y a trop de pression autour. Après, voilà, globalement,
ce sont ces belles équipes que j'ai vu peut-être celles qui peut-être peuvent rivaliser en termes de contenu foot. Peut-être aussi, j'aurais peut-être mis l'Afrique du Sud à une époque, mais sur cette campagne, je ne les ai pas vus aussi beaux. Peut-être que je les ai vus trop beaux qu'ils ne l'étaient vraiment. Mais là, peut-être sur cette deuxième phase, ils vont revenir. Bref, on n'a pas le plus beau jeu, mais voilà, on est certainement sur le podium. On est sur le podium et on verra peut-être en deuxième phase si on confirme. Là, j'aurais un avis plus tranché. Là, je suis un peu partagé. Bon, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ton analyse, même si évidemment on aura des sensibilités différentes. On se rejoint quand même pas mal. Le Sénégal a vraiment une belle carte à jouer et en plus, ce match face au Soudan, bon, ça te laisse encore la possibilité de monter en puissance et d'arriver en quart de finale. Peut-être là avec un peu plus de certitude et la perspective de gagner 3 matchs et d'arriver à redevenir champion d'Afrique. Donc, sans être au-dessus, je pense qu'on va être d'accord. Le Sénégal a quand même de sérieux arguments à faire valoir. Et meilleur contenu, peut-être pas. Mais équipe très solide, ça c'est évident. Et pour les sortir, ça va être quand même compliqué de les sortir pour les autres sélections. Donc je te remercie mon copain, merci à toi d'avoir participé à ce débat, c'était un véritable plaisir et j'espère que tu as aimé l'expérience et que tu reviendras très vite sur la chaîne pour parler de foot sénégalais, mais aussi de l'AC Milan car je sais que tu es un fervent supporter des Rossoneri, donc forcément ça te donne une place de choix au FC Copain. Donc vrai plaisir et tu reviens quand tu veux du côté du FC Copain. Et puis bah nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si pour vous bah, le Sénégal c'est le meilleur fond de jeu depuis le début de cette CAN. Et dites-nous aussi si pour vous le Sénégal a les joueurs pour aller au bout dans cette CAN 2025. Voilà les copains, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, liker et partager. Et surtout, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.